L'air, ce soir-là, n'avait rien de la douceur feutrée des dîners de famille idéaux. Une tension invisible flottait au-dessus de la table laquée, aussi familière pour moi que l'odeur du rôti dominical. Assise à ma place habituelle, un peu à l'écart, j'observais mon père, imposant au bout de table, distribuer les compliments comme d'autres passeraient le sel. Ses yeux, souvent durs quand il se posait sur moi, s'adoucissaient visiblement dès qu'il rencontrait le visage de Chloé, ma sœur aînée, assise à sa droite, resplendissante dans la lumière tamisée. Chloé. Toujours parfaite. Meilleure note, plus sociable, plus prometteuse. Les sujets de conversation tournaient invariablement autour de ses réussites, de ses projets, de cette future grande université dont il ne cessait de vanter le prestige. Chaque mot était une pierre supplémentaire sur le mur invisible qu'il érigeait entre nous. Ma mère, silencieuse la plupart du temps, semblait se faire toute petite, son regard fuyant ne croisant ni le mien, ni celui de mon père quand la conversation s'envenimait. Ce soir, c'était mon attitude, jugée trop désinvolte face à une remarque de Chloé, qui avait mis le feu aux poudres. Mon père a posé ses couverts avec un bruit sec qui a fait sursauter ma mère. Son regard s'est ancré dans le mien, sans aucune chaleur. « Léa, a-t-il commencé, sa voix basse mais chargée d'une autorité implacable, ta sœur mérite du respect. Son travail, son avenir, tout cela est important. Elle se construit un chemin, un vrai. » Il a marqué une pause, sa mâchoire serrée. Je sentais déjà la piqûre arriver, l'humiliation publique. « Mais toi, a-t-il repris, le mépris vibrant dans chaque syllabe, tu ne sembles pas comprendre la valeur des choses. Tu es négligente, désintéressée. Tu crois que tout te sera dû sans effort. » Mes muscles se sont crispés, une réaction physique à l'injustice. Combien de fois avais-je entendu des variations de ce discours? Combien de fois avais-je ravalé mes larmes, ma colère, mes propres succès passés sous silence? Mais ce soir, quelque chose a cédé en moi. Pas la peine ou la tristesse. Une froide détermination. Il parlait de valeur, de respect, tout ce qu'il me refusait. Il utilisait l'avenir de Chloé, sa fierté, comme un marteau pour m'écraser. Il s'est penché en avant, désignant Chloé d'un signe de tête. « Ta sœur mérite du respect, Léa. Beaucoup plus que toi en ce moment. Présente-lui tes excuses. » Immédiatement. Le sang battait à mes tempes, mais un calme étrange a envahi mes traits. J'ai regardé mon père, puis Chloé, dont le regard était fixé sur son assiette. Un léger sourire, que je n'avais pas contrôlé, a effleuré mes lèvres. Non pas un sourire de moquerie, mais de compréhension soudaine. De réalisation. « D'accord, ai-je dit, ma voix étonnamment posée, presque douce. Alors c'est elle qui paie sa propre fac. » Le silence qui a suivi n'était pas un simple arrêt de conversation. C'était un vide. Un néant où le tic-tac de l'horloge murale est devenu assourdissant. Et c'est à ce moment-là que, ça s'est passé. Mon père. Son visage, habituellement rouge de colère, est devenu blême. D'un coup. Ses yeux, quelques secondes avant pleins de fureur autoritaire, se sont écarquillés d'une manière qui n'avait rien à voir avec la rage. C'était de la panique pure. De la peur. Comme si j'avais pointé une arme invisible sur lui, touché un nerf à vif, bien plus profond que ma simple désobéissance. Chloé a levé la tête brusquement, l'air non pas offensé, mais choqué, et une pointe de compréhension? De culpabilité? A traversé son regard avant qu'elle ne le baisse à nouveau, ses mains serrant ses couverts jusqu'à en blanchir ses jointures. Ma mère a étouffé un petit cri, posant une main tremblante sur le bras de mon père. Pendant une fraction de seconde, le masque est tombé. J'ai vu la peur nue dans les yeux de l'homme qui m'avait toujours fait sentir insignifiante. Qu'est-ce qui pouvait le terrifier à ce point? Ma phrase, elle n'était pas seulement un défi financier. Elle était liée à quelque chose de bien plus important pour lui. À un secret? La fraction de seconde est passée. Le masque est revenu, plus dur qu'avant. Mon père a respiré profondément, reprenant le contrôle par un effort visible. La couleur est revenue sur son visage, mais la peur restait tapie au fond de son regard, masquée par une fureur froide, calculée. Dehors, a-t-il craché, sa voix basse et rauque, sans élever le ton, ce qui était encore plus menaçant. Sors de cette maison. Immédiatement.
Ne prends que l'essentiel. Tu n'es plus la bienvenue ici. Aucune négociation. Aucune menace de punition. Juste l'expulsion. Mon défi avait brisé le peu de lien qui restait. J'ai hoché la tête lentement, mon propre calme étant devenu une armure face à son déchaînement silencieux. Je me suis levé sans un mot, le cœur battant la chamade, mais l'esprit étrangement clair. Je suis monté dans ma chambre, une petite pièce sous les combles qui avaient toujours semblé temporaires. J'ai attrapé un sac à dos, y ai jeté quelques vêtements, mon ordinateur portable, mon outil pour l'avenir, quoi qu'il arrive, et l'argent que j'avais mis de côté grâce à des petits boulots et des économies, une somme dérisoire face aux coûts universitaires, mais la mienne. Je n'ai pas traîné. Chaque seconde dans cette maison était désormais une profanation. En descendant l'escalier, j'ai aperçu ma mère dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne m'a pas arrêté. Elle a juste glissé une petite enveloppe dans ma main. Je l'ai serrée sans regarder ce qu'elle contenait. Un adieu silencieux et impuissant. La porte d'entrée m'attendait, symbole de ma nouvelle liberté et de ma solitude brutale. J'ai ouvert, l'air frais de la nuit m'a fouetté le visage. J'ai jeté un dernier regard à la maison illuminée, prison dorée pour certains, cage pour moi. Puis j'ai franchi le seuil. Dehors. Seul. Avec le poids de mon sac sur le dos et 1000 questions sans réponse martelant mon esprit. Pourquoi cette peur? Quel secret avais-je effleuré? Je n'avais aucune idée d'où j'allais, comment j'allais m'en sortir. Mais en marchant dans la rue silencieuse, je sentais aussi, pour la première fois, le frisson dangereux et grisant de ma propre indépendance. Ma phrase n'était pas la fin, elle était le début. Et le véritable mystère de cette famille, de l'éducation de Chloé et de la peur de mon père, ne faisait que commencer à se dévoiler dans l'obscurité devant moi. L'air de la nuit a été mon premier compagnon. Il piquait mes joues rougies par l'émotion contenue et la honte latente. Dehors, le monde continuait de respirer indifféremment, les lumières des maisons semblaient se moquer de ma solitude soudaine. Où aller? La question n'était pas théorique, elle était immédiate, pressante. J'avais un peu d'argent, l'enveloppe de ma mère serrée dans ma main. Pas assez pour grand-chose, certainement pas pour payer ma propre fac. Les premières nuits ont été une brume de peur et d'incertitude. Des auberges de jeunesse bon marché, des cafés où je restais trop longtemps pour économiser la lumière et la chaleur, le sommeil fragmenté sur des banquettes inconfortables. Chaque repas était calculé, chaque dépense pesée. J'ai postulé à tous les petits boulots imaginables, plonge, service en salle, nettoyage, distribution de flyers. La plupart du temps, sans adresse stable ni expérience significative, on me refermait la porte au nez. C'était humiliant, épuisant, et par moments, le désespoir menaçait de m'engloutir. Mais à chaque fois que ce sentiment pointait, les mots de mon père me revenaient. Tu ne sembles pas comprendre la valeur des choses, et surtout, sa réaction. Cette peur. Cette seule pensée agissait comme un antidote puissant contre l'envie de baisser les bras. Pourquoi avait-il eu si peur? Ma phrase n'était qu'un coup de bluff sur le moment, une riposte spontanée. Mais elle avait déverrouillé quelque chose. Cette énigme était mon moteur. Je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je devais comprendre. Mes premières tentatives d'enquête furent maladroites. Accéder à un ordinateur public, chercher des informations sur l'université de Chloé. Les dates d'inscription, les programmes, les conditions d'admission. Tout semblait normal en surface. J'ai tenté d'appeler ma mère, le cœur serré. Sa voix était faible, remplie d'une angoisse sourde. Elle disait que mon père était furieux, qu'il m'interdisait de revenir. Aucune information sur Chloé ou sur sa fac. Juste des suppliques voilées de faire attention à moi et de ne pas faire de vagues. L'enveloppe qu'elle m'avait donnée contenait une petite somme d'argent, provenant visiblement de ses propres économies discrètes, accompagnée d'un mot court et énigmatique, certaines vérités sont lourdes. Sois prudente. Lourdes? Pour qui? C'est en cherchant un endroit pour consulter calmement mes notes et ces informations fragmentées que j'ai rencontré Marc. C'était dans une bibliothèque municipale, un refuge de chaleur et de silence. Je travaillais sur mon CV approximatif sur un vieil ordinateur, quand il m'a proposé de l'aide pour formater le document. Il avait un sourire facile et des yeux d'une gentillesse désarmante.
Nous avons parlé, d'abord de mes difficultés techniques, puis un peu de tout et de rien. Il était étudiant, travaillait à temps partiel pour financer ses études. Je ne lui ai pas raconté toute mon histoire, c'était trop lourd, trop invraisemblable. Mais j'ai laissé transparaître que j'étais en difficulté, sans attache, cherchant ma voie. Contrairement à tant d'autres, il ne m'a pas jugé. Il a écouté. Il a vu au-delà de mes vêtements froissés et de mes cernes. Il a vu la détermination dans mes yeux, la soif d'apprendre, le courage précaire que je déployais chaque jour. Il m'a donné des conseils pratiques pour mes recherches d'emploi, m'a recommandé des endroits où manger à moindre coût, des aides possibles. Sa simple présence était un baume. Quelqu'un me voyait. Quelqu'un validait mon existence et ma valeur, juste par son écoute et sa gentillesse. Nos rencontres à la bibliothèque sont devenues régulières. Il m'apportait un café chaud les matins froids, partageait son savoir sur les systèmes universitaires, m'encourageait dans ma quête d'un travail stable. Par petites touches, j'ai commencé à lui faire confiance, à partager un peu plus le fardeau. J'ai évoqué le conflit avec mon père, la favoritisation de ma sœur, la phrase qui a tout déclenché. J'ai mentionné ma conviction qu'un secret entourait l'éducation de Chloé, secret que mon père voulait à tout prix cacher. Marc, loin de me trouver paranoïaque, a écouté attentivement. Sa vision extérieure, calme et analytique, m'a aidé à structurer mes pensées. Il m'a suggéré des pistes, m'a aidé à reformuler mes recherches en ligne. C'est lui qui a eu l'idée de regarder les archives des admissions des années précédentes ou les dates des journées portes ouvertes spécifiques au programme d'excellence dont mon père se vantait tant. Et puis, je l'ai trouvé. Pas l'intégralité du secret, mais une première fissure. En comparant les dates d'une bourse spécifique dont mon père avait parlé, liée à l'université de Chloé, avec le calendrier académique de cette année-là et les informations officielles disponibles publiquement sur les listes d'admis ou les programmes spécifiques, quelque chose ne collait pas. Un décalage dans les dates. Une condition d'éligibilité mentionnée qui ne correspondait pas à ce que je savais de Chloé, notes insuffisantes dans une matière clé? Absence à un événement important de sélection? C'était subtil, facilement explicable par une erreur d'interprétation ou un changement de programme. Mais en lien avec la peur de mon père et le mot énigmatique de ma mère, cette incohérence a résonné comme une cloche d'alarme. Mes soupçons étaient fondés. Il y avait bien un mensonge. Mon père n'avait pas paniqué pour rien ce soir-là. Cette petite découverte, fruit de jours d'incertitude et de recherches acharnées, a cristallisé ma détermination. La peur des premiers jours n'avait pas disparu, mais elle était désormais canalisée. Je n'étais plus seulement une paria qui essayait de survivre. J'étais une enquêtrice, portée par une injustice personnelle, et j'avais ma première preuve. La brume des premiers jours commençait à se dissiper, laissant apparaître les contours d'un chemin semé d'embûches, mais que j'étais désormais prête à suivre. Avec Marc à mes côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un allié précieux, je savais que je n'étais plus complètement seule dans cette quête de vérité. L'incohérence que j'avais trouvée dans le calendrier universitaire était une simple anomalie pour la plupart des gens, mais pour moi, c'était le premier fil visible d'une toile complexe que je m'efforçais de dénouer. Marc, avec sa logique méthodique et son calme rassurant, est devenu mon coéquipier dans cette quête. Nous passions des heures à la bibliothèque ou dans de petits cafés, épluchant des archives en ligne, recoupant des dates, cherchant des informations sur les programmes d'élite. Il ne posait pas de questions insistantes sur ma famille, mais sa présence silencieuse et attentive était un encouragement constant. Il croyait en moi, en la validité de mes intuitions, là où d'autres auraient pu me croire hanté par un simple conflit filial. Chaque petite découverte, une date limite manquée pour un certain type de bourse, un programme dont les critères semblaient étrangement spécifiques, une vieille publication mentionnant une journée de sélection intensive, dont je n'avais jamais entendu parler pour Chloé renforçait ma conviction qu'un secret majeur était enfoui. Un soir, alors que nous étions dans le petit studio que Marc m'avait aidé à trouver une chambre minuscule mais propre, mon premier vrai chez moi, depuis que j'étais partie, mon regard est tombé sur l'enveloppe de ma mère, posée sur ma table de nuit. Je l'avais gardée, la petite somme d'argent qu'elle contenait m'ayant été d'une aide précieuse au début. Son mot énigmatique, certaines vérités sont lourdes. Sois prudente, me trottait toujours dans la tête. Machinalement, j'ai repris l'enveloppe, la tâtant du bout des doigts. L'argent était là, une 20aine d'euros. Mais en explorant les recoins intérieurs,
j'ai senti une épaisseur inhabituelle. Au fond, replié avec une extrême minutie, se trouvait un papier. Jauni, fin, il ressemblait à du papier à lettres officielles. Mon cœur a tambouriné. Avec des doigts tremblants, je l'ai déplié. C'était une lettre. Datée d'il y a 2 ans. Avec l'entête de cette université prestigieuse dont mon père parlait sans cesse. Et elle était adressée, à moi. Je me suis figé. Marc, sentant mon changement de tension, s'est approché doucement. La lettre était une confirmation d'admission. Une admission dans le programme d'excellence dont mon père disait que Chloé faisait partie. Mieux, elle mentionnait une bourse d'études complète, couvrant tous les frais. Une opportunité incroyable, un rêve pour n'importe quel lycéen ambitieux. Mon nom était là, noir sur blanc. Il y avait une deuxième feuille. Moins formelle. Écrite à la main, d'une écriture rapide et anxieuse que j'ai reconnue comme celle de ma mère. Elle était adressée à moi aussi, datée de la même époque. Ma Léa chérie, si un jour tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de t'expliquer autrement. Ton père il était tellement obsédé par l'idée que Chloé réussisse, qu'elle aille dans cette université. Il disait que notre réputation, son avenir à lui, en dépendait. Il y a eu un problème avec son dossier, ou peut-être ses résultats, je n'ai jamais bien compris tous les détails, il était si agité. Quand ta lettre est arrivée, cette admission brillante, cette bourse incroyable. Il a vu rouge. Ou plutôt, il a vu une solution. Il m'a fait promettre de la cacher. Il a dit qu'il t'expliquerait, qu'il te trouverait une autre solution plus tard, que Chloé méritait cette place plus que toi parce qu'elle était faite pour ça. Il a même contacté l'université pour transférer la bourse ou la place, utilisant des arguments, disons, très persuasifs. J'ai eu peur. Peur de lui, peur pour Chloé s'il s'avérait qu'elle ne pourrait pas y aller, peur de ce que ça signifierait pour nous tous. J'ai été faible, ma chérie. J'ai gardé la lettre. Il t'a dit que tu n'avais pas été prise, que tu n'étais pas assez bonne pour ce programme. C'était un mensonge. Un horrible mensonge pour te voler ton rêve et le donner à ta sœur, pour maintenir sa façade. Je suis tellement désolée. Pardonne-moi, un jour peut-être. J'ai glissé cette lettre ici en espérant qu'un jour tu la trouverais. Prends soin de toi. Mes mains tremblaient si fort que les feuilles bruissaient. L'air a manqué dans mes poumons. Ce n'était pas juste une incohérence. C'était un vol. Un vol prémédité de mon avenir, de mes efforts, de mes rêves. Mon père n'était pas juste favoritisme et mépris, il était un manipulateur, un menteur qui avait volé mon opportunité pour la donner à ma sœur, justifiant son acte par un mépris qu'il avait lui-même créé et entretenu. Le mot de ma mère? Certaines vérités sont lourdes. Oui. Celle-ci l'était. Elle portait le poids de mon passé, de mon manque de confiance, de toutes les fois où je m'étais sentie insuffisante. J'ai raconté tout à Marc, mes larmes coulant enfin, des larmes de rage et de douleur. Il m'a écouté, me tenant la main, sa présence une encre solide dans la tempête. Sa colère pour moi était palpable, un miroir de la mienne. C'est monstrueux, Léa, a-t-il dit doucement, ses yeux sombres de tristesse et d'indignation. Il a volé ton futur. Et il a justifié son acte en te rabaissant constamment. Et Chloé, ai-je demandé, la voix brisée. Savait-elle? Est-elle vraiment allée dans cette fac avec ma bourse? Ma mère parle d'un problème dans son dossier. Nous avons replongé dans nos recherches avec cette nouvelle perspective. Rapidement, en recoupant les dates de la lettre d'admission de Chloé, trouvée dans des annuaires d'étudiants en ligne, une autre incohérence dans la version de mon père, avec les calendriers académiques et les informations sur les bourses, une autre vérité a émergé, tout aussi amère. Chloé avait commencé dans cette université, oui, mais elle n'y était restée qu'un semestre. La bourse, apparemment, était conditionnelle et elle l'avait perdue. Soit elle n'avait pas atteint les résultats requis, soit l'irrégularité de son admission, si mon père avait vraiment manipulé les choses au point de la faire entrer sur ma place, avait été découverte. Mon père avait continué à prétendre qu'elle y était, maintenant la façade de sa réussite et de son investissement, peut-être pour justifier le vol qu'il m'avait infligé, ou simplement par orgueil. Chloé était peut-être aussi une victime de sa pression et de ses mensonges. J'avais maintenant toutes les pièces du puzzle.
La preuve irréfutable de la trahison de mon père, la confirmation de sa peur lors du dîner, je représentais la vérité qui pouvait tout faire effondrer, et la triste réalité derrière la façade de ma sœur. Une décision s'imposait. Que faire de cette vérité si lourde? La garder pour moi, vivre ma vie loin de ces mensonges? Ou affronter l'homme qui m'avait volé mon rêve et qui continuait à vivre dans le déni? Le garder pour moi me semblait lâche, une acceptation de l'injustice. Mais l'affronter, c'était mettre fin à tout. Détruire la famille telle qu'elle existait, exposer mon père, peut-être blesser ma mère et Chloé encore plus profondément. J'ai regardé Marc. Son soutien silencieux me donnait la force. J'avais survécu seul, trouvé ma voie, et maintenant, j'avais la vérité et quelqu'un qui m'aimait et me respectait pour ce que j'étais, sans condition. Je n'étais plus la petite fille qu'on pouvait manipuler. Je vais le faire, ai-je dit, ma voix ferme. Je vais l'affronter. Il doit savoir que je sais. Il doit faire face à ce qu'il a fait. La lettre de ma mère froissée dans ma main, le poids des preuves alourdissant mon sac à dos, je suis retournée vers la maison de mon enfance. Chaque pas sur l'allée familière était une victoire en soi, une négation des mots qui m'en avaient banni. La peur qui m'avait étreinte la première nuit était toujours présente, mais elle était désormais la compagne silencieuse de ma détermination, pas ma maîtresse. J'ai échangé un dernier message avec Marc, un simple cœur de sa part, ma promesse de lui parler après. Savoir qu'il était là, ancré dans ma nouvelle réalité, m'a donné la force nécessaire pour affronter l'ancienne. J'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert, son visage se décomposant en me voyant. Ses yeux allaient de moi au salon, où je pouvais entendre des voix. Mon père et Chloé étaient là. L'atmosphère dans le vestibule était déjà tendue, chargée des non-dits et des secrets accumulés. Léa, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Je l'ai regardée, ni avec reproche, ni avec pitié. Juste avec la connaissance de sa propre douleur et de sa faiblesse. J'ai serré l'enveloppe qu'elle m'avait donnée des mois auparavant. C'était l'un des rares ponts entre nos mondes brisés. Je dois parler à papa, ai-je dit calmement. À propos de ma fac. Et de celle de Chloé. Le mot « fac » a agi comme un détonateur silencieux. Mon père est apparu dans l'encadrement de la porte du salon, son expression passant de l'agacement à la surprise glacée en me voyant. Chloé se tenait derrière lui, curieuse puis inquiète. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-il lancé, sa voix retrouvant instantanément son ton autoritaire, cherchant à masquer la peur que je savais désormais tapie en lui. « Je t'ai dit de ne plus revenir. » « Je ne suis pas venu demander la permission, ai-je rétorqué, ma voix restant stable malgré le tremblement intérieur. Je suis venu parler de la vérité. Je suis entré dans le salon, sans y être invité. L'endroit où tant de dîners amers s'étaient déroulés, où ma valeur avait été mesurée et jugée insuffisante. Mon père et Chloé m'ont suivi, ma mère fermant la marche, les mains jointes avec anxiété. « La vérité sur quoi » a rétorqué mon père, ses yeux devenant perçants. « Je t'ai dit la vérité le soir où tu as osé me parler ainsi. Tu ne mérites pas. » « Ne dis pas ça » l'ai-je coupé, ma voix prenant enfin de la force. « Tu n'as pas le droit de dire qui mérite quoi. Surtout quand tu as volé ce que j'avais gagné pour le donner à quelqu'un d'autre. » Les visages de mon père et de Chloé ont pâli. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'était le même regard de panique qu'au dîner, mais décuplé. J'ai sorti la lettre de l'université de ma poche. Tu as dit que je n'avais pas été acceptée. Que je n'étais pas assez bonne pour leur programme d'excellence. J'ai posé la lettre sur la table basse. C'est une lettre d'admission, papa. Adressée à moi. Datée d'il y a 2 ans. Pour ce programme. Avec une bourse complète. J'ai ensuite sorti la note manuscrite de ma mère. Ses yeux se sont posés dessus, un mélange de honte et de terreur. Et ça, j'ai continué, ma voix se chargeant d'une douleur ancienne et nouvelle, c'est l'explication de maman. Comment tu as orchestré tout ça? Comment tu l'as forcé à garder la lettre? Comment tu m'as menti, délibérément, pour prendre mon avenir et le donner à Chloé? Le silence était assourdissant. Le visage de mon père est passé par une succession d'émotions, choc, déni, fureur, désespoir. Il a ramassé les documents comme s'ils étaient empoisonnés. C'est un mensonge, a-t-il rugi,
bien que sa voix tremble. Une falsification. Ta mère, elle ne dirait jamais ça. Il a regardé ma mère, qui a baissé les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur, sa seule réaction étant un sanglot étouffé. Aussi, elle l'a dit, ai-je rétorqué fermement. Et les recherches que j'ai faites confirment le reste. L'anomalie dans les dates. Le fait que cette bourse était liée à des résultats spécifiques que Chloé n'avait pas forcément, et le fait qu'elle n'est même pas restée dans cette université. Ce dernier point a frappé Chloé de plein fouet. Son visage, déjà livide, est devenu une toile de choc et de trahison. Elle a regardé son père, les larmes montant à ses yeux. « Papa » a-t-elle chuchoté, sa voix empreinte d'une incompréhension douloureuse. « C'est vrai ? Tu as fait ça à Léa ? Et tu as dit que… » « Chloé, tais-toi » a hurlé mon père, se tournant vers elle avec une violence verbale inattendue. « Tu ne comprends rien. C'était pour ton bien. Pour notre honneur. » « Mon bien ? Mon honneur, » a répondu Chloé, sa propre douleur éclatant. « Tu m'as mis une pression immense, tu m'as forcé à aller dans cette fac où j'étais malheureuse, où j'ai échoué. Tu as continué à mentir à tout le monde, même à moi, sur ma présence là-bas. C'était ça, mon bien ? Vivre ton mensonge ? » La scène était surréaliste. Le père, le manipulateur, acculé par les deux filles qu'il avait essayé de contrôler par ses mensonges. Ma mère pleurait silencieusement. La façade de perfection familiale s'écroulait avec fracas. Mon père, voyant qu'il ne pouvait plus nier l'évidence, qu'il avait perdu à la fois face à moi et face à Chloé, est devenu d'une fureur froide et désespérée. « Très bien » a-t-il vociféré, jetant les documents sur la table. « Tu as gagné, Léa. Tu as détruit cette famille. Tu es heureuse ? Tu n'es qu'une égoïste. Une rancunière. Tu n'auras rien de moi. Absolument rien. Tu as voulu l'indépendance ? Tu l'as. Maintenant va-t'en. Et ne reviens jamais. » Il a pointé la porte d'un doigt tremblant, son visage déformé par la rage et la défaite. J'ai senti la douleur de ces mots, mais elle n'avait plus le pouvoir de me briser comme avant. La vérité m'avait armé. Je l'ai regardé, mon regard aussi ferme que le sien était rempli de haine. « Je ne veux rien de toi, papa. J'ai déjà pris ce que j'avais besoin, la vérité. Et je vais construire mon avenir sur mes efforts, pas sur tes mensonges ou sur le vol des rêves des autres. » Je me suis tournée vers ma mère, dont les sanglots redoublaient. Puis vers Chloé, qui me regardait avec un mélange de regret et de compréhension. Il y avait tant à dire, tant de blessures à penser. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment. La tempête venait juste de passer, laissant derrière elle des ruines émotionnelles. Sans un mot de plus, j'ai quitté le salon, traversé le vestibule lourd de l'écho des cris, et j'ai ouvert la porte. Dehors, l'air était vif, mais il n'avait plus le goût amer de l'incertitude. Je portais le poids de la confrontation, la tristesse des liens brisés, mais aussi une légèreté nouvelle. J'avais dit ma vérité. Je m'étais tenue droite. J'ai refermé la porte derrière moi. Cette fois, c'était définitif. La maison de mon père, la source de ma douleur, était derrière moi. Devant, le chemin était incertain, mais il était le mien. J'avais perdu ma famille, mais j'avais trouvé ma force et, quelque part au bout de ce chemin, je savais que Marc, ma nouvelle ancre, attendait, prêt à m'aider à reconstruire sur les fondations solides de la vérité et de l'amour. Quitter cette maison pour la seconde fois fut différent. La première fois, c'était la confusion et la peur qui me poussaient dans la nuit. Cette fois, c'était le poids lourd et froid de la vérité, et la certitude que les ponts étaient définitivement brûlés. L'air extérieur ne sentait plus l'incertitude, mais la tristesse âpre d'une fin. Mon père m'avait déshérité de son amour et de son soutien, j'avais répliqué en l'expropriant de son mensonge. Une victoire amère, mais une victoire quand même. J'ai marché, mes jambes me portant loin de cette rue, loin de ses souvenirs. Le premier réflexe fut de contacter Marc. Sa voix au téléphone, calme et solide, a été ma première fondation dans ce paysage dévasté. J'ai pleuré en lui racontant l'intégralité de la confrontation, la rage, les larmes de Chloé, le visage défait de ma mère, la défaite haineuse de mon père. Il a écouté sans m'interrompre, puis a simplement dit « Viens ».
Je suis là. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été un mélange intense d'épuisement et d'adrénaline. Avec le soutien indéfectible de Marc, j'ai accumulé les petits boulots. Serveuse le matin, vendeuse l'après-midi, étude le soir. Chaque euro gagné était une petite victoire sur le passé, une pierre posée pour mon avenir. J'ai étudié avec une férocité nouvelle. Pas pour prouver quoi que ce soit à mon père, mais pour moi-même. Chaque bonne note, chaque concept compris était une affirmation de ma valeur, de mon intelligence qu'il avait niée. J'ai postulé à des programmes universitaires, non pas dans les institutions vélitistes qu'il admirait, mais dans celles qui correspondaient à mes intérêts réels et à mes moyens. J'ai écrit sur mon expérience dans mes lettres de motivation, non pas comme une plainte, mais comme une preuve de résilience. Une petite université avec un excellent programme en sciences humaines a été la première à m'accepter, m'offrant une bourse basée sur mon dossier académique, sur mon histoire de surmonte. Recevoir cette lettre a été l'un des plus beaux jours de ma vie. C'était ma réussite. Pendant ce temps, ma relation avec Marc s'est épanouie. Nous partagions tout, les rires, les fatigues, les petites joies quotidiennes, et les moments de doute quand l'ombre du passé se faisait sentir. Il était mon port d'attache, mon confident, l'homme qui voyait la vraie Léa, la forte, l'intelligente, l'aimante, celle que mon père avait refusé de voir. Nous cuisinions ensemble dans sa petite cuisine, parlions pendant des heures de nos rêves, nous soutenions mutuellement dans nos études et nos boulots. Avec lui, j'apprenais ce qu'était une relation saine, basée sur le respect mutuel, l'encouragement et un amour tranquille et profond. Il ne cherchait pas à me sauver, mais à marcher à mes côtés. Et c'était infiniment plus précieux. La relation avec ma famille restait complexe et douloureuse. Mon père a coupé tout contact. Ma mère m'envoyait parfois des messages discrets, des nouvelles vagues, toujours empreints de tristesse. Mais c'est avec Chloé que les choses ont été les plus nuancées. Quelques semaines après la confrontation, j'ai reçu un message d'elle. Court. Peut-on parler? Hésitante, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre. L'air était incroyablement lourd. Pour la première fois, je l'ai vue, non pas comme la favorite, mais comme une jeune femme brisée, marquée par les attentes démesurées de notre père et l'échec de son propre parcours universitaire, dont elle a admis qu'il avait été un poids immense. Elle a pleuré en parlant de la pression constante, de sa propre connaissance partielle et honteuse des mensonges de notre père concernant son admission. Elle ne savait pas tous les détails, surtout que l'opportunité était ma place. Elle était choquée et blessée par la manipulation de notre père à notre égard à toutes les deux. Elle n'a pas cherché d'excuses pour lui, ni minimisé ce qu'il m'avait fait. Elle a juste dit, d'une petite voix, « Je suis désolée, Léa. Tellement désolée pour tout. » Ce n'était pas une réconciliation complète. Il y avait trop de non-dits, trop de blessures, trop d'années de séparation émotionnelle. Mais c'était un premier pas. Un aveu. Une reconnaissance de la douleur mutuelle causée par un homme qui avait privilégié sa propre image et son contrôle sur le bien-être de ses filles. Nous n'avons pas retrouvé la complicité de l'enfance, mais une forme de compréhension fragile s'est installée, basée sur le fait d'avoir été toutes deux victimes, à des degrés divers, de la même tyrannie. Nous avons convenu de rester en contact, prudemment. Ma guérison intérieure progressait. Je réalisais à quel point j'avais intériorisé le mépris de mon père. Me reconstruire impliquait de démanteler ses croyances limitantes, de croire en ma propre valeur intrinsèque, indépendamment de l'approbation externe. Chaque succès, qu'il soit académique, professionnel ou simplement le bonheur simple partagé avec Marc, était une affirmation de cette nouvelle vérité. Je me sentais de plus en plus forte, de plus en plus entière. Mon père restait silencieux, absent de ma vie, enfermé dans son orgueil blessé. C'était sa conséquence. Ma mère et Chloé vivaient probablement les leurs. Mon chemin m'avait éloigné d'eux, mais il m'avait rapproché de moi-même et de l'amour véritable. J'étais stable. Heureuse. Indépendante. J'avais construit des fondations solides sur la vérité, l'effort et l'amour partagé. La tempête était passée, les ruines dégagées. La maison de mon père n'était plus qu'un souvenir douloureux, tandis que devant moi s'étendait un horizon plein de promesses, éclairé par ma propre lumière et celle de Marc. Le combat pour ma valeur était gagné, l'avenir m'attendait.
Des années se sont écoulées depuis cette nuit froide où j'ai franchi le seuil de la maison familiale pour la dernière fois, emportant pour seul bagage le poids de la trahison et la lueur fragile de ma propre valeur. La route a été longue, parsemée d'obstacles, de doutes, et d'innombrables heures de travail acharné. Mais en cet après-midi lumineux, debout sur l'estrade, le diplôme que j'avais gagné de mes propres mains serrées contre ma poitrine, je savais que j'étais arrivé. Non pas au bout du chemin, mais à la fin d'un cycle douloureux et au début d'une vie pleinement assumée. J'ai cherché du regard Marc, assis dans les premiers rangs. Son sourire, immense et fier, reflétait la joie que je ressentais. Il avait été là à chaque étape, roc inébranlable, source d'amour et de respect inconditionnel. Il ne s'était jamais contenté de me consoler, il m'avait donné les outils et le courage de me battre pour moi-même. Notre amour n'était pas né dans la facilité, mais dans la résilience partagée, un lien profond forgé dans l'adversité. Ma vie n'avait plus rien à voir avec l'ombre dans laquelle j'avais grandi. J'avais excellé dans mes études, non pas pour la reconnaissance d'un père absent, mais par passion et soif d'apprendre. J'avais trouvé un travail qui me stimulait, où mes compétences étaient reconnues et valorisées. Chaque petite réussite professionnelle, chaque projet mené à bien, était une affirmation silencieuse, je valais la peine. J'avais construit ma propre sécurité, ma propre légitimité. Et ma famille biologique? Elle était devenue une réalité lointaine, une blessure cicatrisée mais dont la cicatrice rappelait la bataille livrée. J'avais eu des nouvelles de mon père par des voies détournées. Son orgueil ne s'était jamais remis d'avoir été démasqué. La vérité sur sa manipulation, bien que contenue au cercle familial proche, avait suffi à éroder son image, à le laisser isolé dans sa propre maison, un roi sans royaume, prisonnier de ses mensonges passés. Il n'avait jamais cherché à me contacter, ni à s'excuser. C'était sa conséquence, sa prison dorée, vue de loin. Et je ne ressentais plus de colère, juste une forme de pitié distante pour l'homme qui avait sacrifié le bonheur de ses filles sur l'autel de sa vanité. Ma relation avec Chloé avait évolué prudemment depuis notre conversation difficile. Nous ne partagions pas le quotidien, mais des messages occasionnels, des nouvelles filtrées. Elle s'était, elle aussi, éloignée de l'emprise paternelle, reconstruisant sa vie loin des attentes démesurées. Elle était présente aujourd'hui, assise un peu plus loin, son visage affichant une émotion contenue. Son regard croisait le mien, un mélange complexe de regrets, de fierté pour moi, et d'une tristesse partagée pour ce qui avait été perdu. Pas de grandes effusions, pas de pardon précipité. Juste un lien ténu, fragile, basé sur la reconnaissance mutuelle d'avoir survécu à la même toxicité. C'était une forme de paix que je ne pensais pas possible. Mais le véritable sens que j'avais donné à mon parcours allait au-delà de ma propre réussite et de mes relations personnelles. La douleur et l'injustice que j'avais vécues m'avaient ouvert les yeux sur les autres jeunes confrontés à des obstacles familiaux, financiers ou émotionnels. Avec Marc, nous avions commencé à nous investir bénévolement, puis j'avais décidé d'aller plus loin. J'avais créé une petite association, puis une plateforme en ligne, pour aider les jeunes à naviguer le système universitaire, à trouver des bourses, à obtenir des conseils, à croire en leur potentiel quand leur propre entourage ne le faisait pas. Transformer ma souffrance en force, ma colère en action, c'était ma plus grande victoire. Alors que je serrais la main du doyen, les flashs crépitaient. Une journaliste m'a interpellée, Mademoiselle Léa Martin, votre parcours est inspirant. Comment avez-vous surmonté de tels obstacles pour en arriver là? J'ai souri, mon regard croisant à nouveau celui de Marc et de Chloé. J'ai surmonté les obstacles en refusant de laisser la définition que les autres avaient de moi devenir la mienne. J'ai cru en ma propre valeur quand personne d'autre ne le faisait, et j'ai trouvé la force dans les bonnes personnes qui m'ont vu pour qui j'étais réellement. Quelques jours plus tard, alors que je travaillais sur ma plateforme, un courrier inattendu est arrivé. Une lettre d'un notaire. Elle m'informait qu'une somme d'argent conséquente, ainsi qu'un portefeuille d'actions, avait été placé sous ma gestion par une personne souhaitant rester anonyme, avec une seule condition, que les fonds soient utilisés pour mon association, pour aider les jeunes. L'origine des fonds était clairement liée à des biens familiaux, distincts de ceux de mon père. Qui? Ma mère? Avait-elle enfin trouvé la force de faire un geste, un acte de réparation silencieux pour son inaction passée? Ou Chloé, utilisant des ressources qui lui étaient propres pour tenter, à sa manière, de réparer le tort causé par leur père? Le notaire n'a rien dit de plus.
C'était un mystère. Mais en lisant la lettre, je n'ai pas ressenti le besoin de savoir. L'argent n'était pas ma récompense personnelle, j'avais déjà tout gagné. Il était un catalyseur pour ma mission, un signe, peut-être, que même dans les ruines de ma famille, une lueur de reconnaissance ou de repentir avait survécu. Ces fonds n'allaient pas servir à payer ma fac, elle était déjà payée par mes efforts et ma bourse, mais à ouvrir les portes de l'éducation à d'autres qui en étaient privés. J'ai regardé Marc, puis l'horizon par la fenêtre. Mon chemin avait été douloureux, mais il m'avait mené à cet endroit précis, forte, aimée, utile. L'histoire de la fille qui ne méritait pas le respect était terminée. J'étais Léa. Et ma valeur n'était plus approuvée. Elle rayonnait, dans ma vie, dans mon amour, et dans l'aide que j'apportais aux autres. L'envol avait été difficile, mais l'horizon, que je regardais désormais main dans la main avec Marc, n'avait jamais semblé aussi vaste et plein de promesses. C'était ça, ma vraie richesse. Vous venez d'entendre l'histoire de Léa. Peut-être qu'une partie de son parcours a résonné en vous. Cette douleur d'être rabaissée, d'avoir l'impression de ne pas mériter l'amour ou le respect des siens. C'est une blessure profonde. Mais l'histoire de Léa nous murmure une vérité essentielle, comme une thérapie pour l'âme, votre valeur ne se négocie pas. Elle ne dépend d'aucun jugement extérieur, d'aucune approbation manquée, ni même de l'amour conditionnel de quelqu'un. Elle est en vous. Inaltérable. Les tempêtes peuvent faire rage, les mensonges peuvent tenter de vous définir, mais vous avez en vous la force de vous redresser. De ne pas laisser les cicatrices dicter votre chemin. De choisir qui vous donne de la valeur souvent, ce seront ceux qui voient votre lumière sans condition. Votre passé n'est pas votre destin. Il est la fondation, parfois chaotique, sur laquelle vous pouvez construire votre propre horizon, brique par brique, avec votre propre force et l'amour que vous choisissez. Vous méritez le respect. Vous méritez le bonheur. Toujours.